Hello, j'ai décidé de faire quelque chose qui sort un petit peu de mes habitudes. J'ai décidé que ChatGPT allait m'interviewer par rapport à mon vécu, par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je fais, par rapport à mon quotidien, mon boulot, etc. Donc, je vais vous présenter ça avec vraiment énormément de curiosité parce que ça va être du feeling et certes il y aura un petit peu de montage etc, mais je veux quand même vous faire quelque chose de sincère, de concret et de profond. Donc c'est parti, l'interview avec l'intelligence artificielle. Première question. Pour commencer, si tu devais raconter le moment fondateur qui t'a mise sur ton chemin actuel, celui qui a changé quelque chose en toi, ça serait lequel? Le moment qui a changé quelque chose en moi, ah ouais. Alors, c'était en 2020, non pas 2020, 2011. 2011, en fait, je travaillais chez Orange. Je travaillais chez Orange à Ivry-sur-Seine et en fait, la veille, la veille au soir, donc avant d'aller bosser le lendemain, la veille au soir, j'ai été prise de forts sanglots. En fait, j'étais hyper triste. Je me demandais, euh, je me demandais ce que je fichais là, ce que, en fait, pourquoi j'étais là où j'étais, pourquoi je me sentais mal, je me sentais vide. Et il y avait aussi une forme de colère à l'intérieur de moi qui faisait que, bah, en fait, je sais pas, j'avais plein de questions existentielles qui me tourmentaient déjà depuis quelques années. Et puis, je sais pas, ce fameux soir, ça allait vraiment pas. Je me sentais seule. En fait, je rencontrais des mecs qui me convenaient absolument pas. Euh, et puis même moi, je sentais qu'il y avait des choses que je comprenais pas en moi et que, bah, en fait, j'avais l'impression d'avoir des questions auxquelles j'allais jamais avoir de réponse. Et en fait, le lendemain, je parle avec une collègue et donc je lui explique ce qui s'était passé la veille au soir et elle me, elle me conseille de lire un livre de développement personnel sur la loi de l'attraction. En plus, alors, cette copine, elle est formidable parce que quand elle parle de quelque chose, elle est toujours très enjouée, très captivée par ce qu'elle partage. Sinon, en fait, elle partage rien. Si elle est pas, s'il n'y a pas une flamme en fait dans ce qu'elle partage, bah, en fait, elle le partage pas ou elle dit rien ou voilà. Et, et j'ai adoré comment elle m'a partagé ça, comment elle m'a parlé de ça, surtout que franchement, je pense que j'aurais pu prendre toute solution qui était présente euh, pour, en fait, pour garder espoir qu'il y a quelque chose à faire en fait, comme une mission ou un truc comme ça, mais que je connaissais pas. Et quand elle m'a parlé de ce livre sur la loi de l'attraction, je me suis dit, ok, bah déjà, je crois que je l'ai acheté le jour même. Et, mais je ne l'ai pas lu tout de suite. J'ai attendu presque un an avant de lire ce livre. En fait, j'avais commencé, on va dire, alors il me semble, niveau chronologie, que c'était fin 2011 qu'elle m'avait parlé de ça. Je l'ai acheté tout de suite, je ne l'ai pas lu. Et en 2012, été 2012, je partais en vacances avec des amis et j'avais pris le livre en me disant, bon, je vais peut-être commencer à le lire. Et en fait, effectivement, j'avais commencé à le lire et ça m'a fait pack dans mon cerveau quand j'ai commencé à lire ce livre que je me suis dit, non, non, je vais pas le lire tout de suite, je vais le lire quand je vais rentrer chez moi et que je serai tranquille. Parce que là, pour moi, c'était les vacances. Je sentais en fait que ce livre allait faire basculer toute mon existence. Et ça a été le cas. Donc, j'ai
En vacances, j'ai lu un petit peu ce livre, je l'ai arrêté et je l'ai lu fin 2012. Je l'ai lu fin 2012. Voilà. Bon, après, je veux pas trop rentrer dans les détails, je veux pas que ça soit trop long, mais, euh, mais ouais, il m'a beaucoup impacté ce bouquin et il m'a ouvert. Alors, pour être exact sur le livre, c'était Le secret de Rhonda Byrne, qui parle de loi d'attraction. Et puis, il y a plein de personnes qui expliquent le phénomène de loi d'attraction, etc., etc. Peut-être que j'expliquerai aujourd'hui où j'en suis par rapport à la loi de l'attraction. Ça va être en fonction de l'intelligence artificielle et des questions qu'il va me poser. Mais ouais, ça m'a beaucoup impacté et j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Deuxième question. Quand tu regardes ton enfance, quels sont les événements ou ambiances qui t'ont le plus marqué, qui ont façonné ta sensibilité et ton rapport au monde? Alors, c'est marrant que tu parles de sensibilité parce que oui, j'ai une sensibilité. J'ai une sensibilité. En fait, j'ai toujours eu une sensibilité, mais que je cachais derrière une façade de rock. En fait, j'ai toujours montré que j'étais une personne forte et qu'on ne pouvait pas m'atteindre. Mais ce qui était faux en fait avant, parce que je pense que j'avais pas envie d'accepter la vulnérabilité. Déjà la vulnérabilité d'être une femme, la vulnérabilité d'être une femme noire, et quand j'étais enfant, ben, la vulnérabilité d'être une enfant, pour moi c'était une fragilité, et en fait les gens pouvaient s'en servir contre moi. Et il y a un moment en fait de mon existence où je me suis dit mais en fait non, pas du tout, et je peux au contraire m'en servir comme une force. Et aujourd'hui, j'ai cette sensibilité-là. J'accepte que le corps humain puisse être vulnérable. J'accepte que quand on est dans des émotions, on puisse être vulnérable. Donc que je puisse être vulnérable quand je suis face à des émotions, parce qu'en fait, on est fait comme ça. Euh, alors, pour reprendre la question, quels sont les événements ou ambiances qui m'ont le plus marqué? Hum, Bah, je vais partir d'aujourd'hui. Déjà, il y a la maladie, la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et avant ça, mon enfance euh, un peu dure, assez dure. Aujourd'hui, j'arrive à en parler sans émotion, avec vraiment cette neutralité, cette centricité, parce que je pense que la souffrance, elle est nécessaire pour qu'on puisse avancer. Quand je dis ça, c'est en fait, tant qu'on n'est pas confronté à la souffrance, on est dans une forme de zone de confort qui nous empêche d'aller chercher certaines choses qu'en fait on va aller chercher quand on est dans une souffrance particulière. Euh, donc déjà, je pense que la souffrance que j'ai vécue quand j'étais enfant, parce que quel type de souffrance j'ai vécu? Souffrance physique et mentale, notamment parce que je vivais dans une famille qui a été assez violente physiquement et moralement. À un moment donné, je pense que j'ai été traumatisée parce que c'était une forme de traumatisme qui a créé en moi vraiment une carapace qui fait que en fait cette sensibilité-là, je la montrais absolument pas. J'étais vraiment très dure avec les personnes autour de moi, et tout comme j'étais hyper dure avec moi-même. Mais je pense que les gens ne s'en rendaient pas compte. Quand je parle des gens, je parle de ma famille, de mes frères et sœurs. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, j'essaye de me rapprocher un petit peu plus d'eux, mais bon, je pense que comme déjà moi j'avais mis cette barrière auparavant, eux mettent cette barrière aujourd'hui. Je leur en veux absolument pas, puisque
en fait, j'ai appris à me contenter de moi-même et, euh, et apprendre à prendre le bonus là où il est. En fait, les personnes qui veulent m'apporter du bonus, je l'accepte volontiers. Les personnes qui veulent rien m'apporter ou qui veulent rien m'offrir, enfin, je sais pas trop comment, c'est pas péjoratif, hein. Et ben, c'est ok aussi. Je leur en veux pas du tout. Et au contraire, en fait, chacun voit midi à sa porte et fait les choses comme il a envie de les faire. Euh, donc en fait, tout ça, toutes ces périodes de souffrance, même avec mon mari aujourd'hui, on a vécu des périodes de souffrance qui font que, en fait, si on n'avait pas vécu ces périodes de souffrance, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et surtout, quand je dis là où on est aujourd'hui, c'est plutôt là où moi j'en suis intérieurement, psychologiquement, par rapport à ma conscience aujourd'hui. Et toutes ces phases en fait de mon existence m'ont vraiment permis d'être là où je suis aujourd'hui et je peux le dire avec l'identité que j'ai aujourd'hui parce que cette identité en fait je me la suis réappropriée parce qu'en fait elle a toujours été présente sauf qu'elle était sous des couches, des couches et des couches de couches de croyances, de souffrances, de blessures, euh, de spiritualité, de développement personnel, de connaissances, de plein, 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 plein de choses. Et donc, en fait, voilà, les événements qui m'ont marqué, qui ont façonné ma sensibilité, mon rapport au monde, en fait, c'est toute ma vie finalement. C'est aussi la relation que j'ai eue avec ma mère, la relation que je n'ai pas eue avec mon père, la relation que j'ai eue avec mes frères et sœurs, la relation que j'ai aujourd'hui avec mes enfants. En fait, toute ma vie a été une succession d'événements qui ont fait que aujourd'hui je suis celle que je suis. Et je ne vais pas dire que je suis positive ou négative, que je suis bienveillante ou méchante. Non, je suis ce que je suis et j'avance là où j'ai envie d'avancer en fait. Troisième question. Au moment où la maladie est entrée dans ta vie, ce que personne ne sait souvent, qu'as-tu ressenti réellement? Pas la version sociale, la version intérieure. J'aime bien cette précision. Euh, En fait, quand la maladie, et ça je le partage dans une des conférences gratuites que je propose, euh, la, la maladie, elle s'est déclenchée au moment où mon deuxième enfant, il est né, quelques mois après. Et, euh, et en fait, pour moi, en fait, cet événement-là, je l'ai beaucoup spiritualisé dans le sens où je me disais, en fait, c'est juste mon corps qui est en train de faire un nettoyage et tout. Il y a une genre de purge, quelque chose comme ça. Mais derrière cette affirmation que moi je me donnais, il y avait une crainte. C'était la crainte qu'on me dise que j'étais malade, que j'avais une maladie grave, une maladie incurable et que je perde pied en fait. Donc, ces symptômes, ils ont duré comme ça pendant 3 ans. Et en plus, en fait, le seul symptôme que j'avais, donc c'est une rectocolite hémorragique et ça se présente comment? Moi, en tout cas, ça s'est présenté durant ces 3 ans. C'était des selles hyper liquides et ensanglantées. Et en fait, je faisais la mitraillette avec mes fesses. Excusez-moi pour les âmes sensibles. Mais en fait, aujourd'hui, j'en rigole. Même à l'époque, j'en rigolais, ça me dérangeait pas du tout. Euh, et même auprès de mon mari, en fait, je pouvais pas me retenir. Donc lui aussi, on rigolait de ça. Mais hormis ça, il n'y avait pas d'autres soucis. J'avais quand même une sensation désagréable au niveau des intestins qui faisait que je devais aller aux toilettes 10, 15, 20 fois par jour. Et j'avais les fesses qui chauffaient, je peux vous le dire. C'était vraiment les seules choses qu'il y avait. Aussi la perte de poids, parce que forcément quand je mangeais, en fait, mon corps il assimilait pas la nourriture, donc j'ai perdu énormément de poids. Et moi, je mettais ça sur le compte de, en fait, changer mon alimentation. J'étais sur une alimentation plus végétale, crue,
j'évitais j'évitais le plus possible le gluten, mais en fait j'étais assez frustrée parce que je savais pas trop comment manger, je mangeais souvent la même chose. Et donc en fait c'était un peu comme une forme de régime que je gardais sur du long terme. Euh, Mon corps il a pas trop apprécié. Mon corps il n'a pas apprécié du tout. Donc je suis restée comme ça pendant 3 ans et puis en fait dans ma tête j'avais des idées. J'avais pas envie de consommer, j'avais pas envie de dépenser de l'argent dans de la viande et surtout de consommer de la viande d'animaux qui étaient maltraités, etc. Donc c'était beaucoup d'informations, de documentaires que je regardais qui m'ont retourné le cerveau, pour pas dire détruit le cerveau. Mais en fait, toutes ces informations-là m'ont amené à ce régime alimentaire que j'ai laissé durer pendant longtemps. Quand la maladie elle s'est déclenchée, je faisais pas forcément trop le lien avec ça. Euh, donc j'ai attendu 3 ans et c'est au bout de 3 ans, en fait, j'avais un stérilet au cuivre. J'ai fait une infection au stérilet au cuivre et donc on a dû me l'enlever. Après, on m'a fait aussi des examens. On m'a dit que j'étais anémiée moins et que donc il fallait que je fasse des tests, etc. Après, j'ai expliqué, j'ai dit que je perdais du sang. L'anémie, j'ai fait tout de suite le lien avec le fait que je perdais du sang à travers les selles. Donc, je leur ai expliqué et on m'a conseillé d'aller voir un gastro-entérologue, de faire une coloscopie, fibroscopie, voir si j'avais pas d'autres choses, etc. Faire des examens de selles, prise de sang, enfin vraiment le truc complet. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ce qui m'a euh, ce qui m'a amené à, au verdict, au verdict que je ne voulais absolument pas entendre, eh ben, c'est que j'avais une rectocolite hémorragique. Alors quand on m'a dit ça, pour moi c'est comme si j'avais eu un cancer et qu'on m'annonçait que le lendemain j'allais mourir. c'était assez, c'était assez chamboulant. Enfin, ouais, ça m'a vraiment chamboulé à l'intérieur. Euh, et je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment perdue. Donc j'ai été voir le gastro-entérologue, médecin, tout ça. On m'a dit que la maladie, j'allais la voir toute ma vie, que j'allais être sous traitement toute ma vie. Et en fait, quand j'ai pris les traitements, bah, en fait, j'étais trop mal. J'étais super mal. J'ai dû prendre les traitements pendant un mois et demi. En fait, alors, un truc qui est intéressant aussi à prendre en considération, c'est que, vous voyez, j'avais pas beaucoup de symptômes en fait à ce moment-là, mais quand on m'a diagnostiqué la rectocolite hémorragique, qu'on m'a donné toutes les informations sur cette maladie, j'ai commencé à avoir des poussées, ce qu'on appelle des poussées, mais des grosses crises de bide. J'avais tellement de grosses crises de bide que déjà je pouvais plus sortir de chez moi. J'avais perdu ce côté social. Et en fait, dès que j'avais une crise de bide, il fallait que je m'arrête. J'étais clouée sur place et j'attendais que ça passe parce que, en fait, je me disais que si je bougeais, j'allais me faire dessus. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de me faire dessus tellement que c'était douloureux. Quand j'ai commencé à prendre les traitements, eh bien, ça faisait passer les crises de bide, ce qu'on appelle les poussées. Mais j'étais éclatée, ouah, ça me demandait un effort surhumain pour sortir avec mes enfants, surtout qu'ils étaient petits. Il y en avait un qui allait pas encore chez la nounou, donc c'était vraiment, euh, c'était vraiment hardcore. Et donc, ben, ça jouait aussi sur mon humeur. J'étais euh, irritable et irritée à tout moment en fait. Je pouvais irritable parce qu'on pouvait me dire n'importe quoi et bah, je m'énervais, irritée parce que bah, en fait tout m'énervait. Donc voilà. Que dire de plus? Bah, ce que j'ai ressenti, c'est que je perdais ma liberté, que je perdais ma liberté et au bout d'un mois et demi,
avec les médicaments, surtout que ça faisait des années que je prenais plus de médicaments. Donc déjà, ça allait à l'encontre de mes valeurs profondes de prendre ces médicaments. Et quand j'ai vu que ça me déglinguait encore plus, je les ai arrêtés au bout d'un mois et demi. La gastro-entérologue, elle me disait, mais il faut pas les arrêter, machin. Et ben franchement, j'ai arrêté d'aller la voir et j'ai été chercher des solutions par moi-même. J'ai été chercher les solutions euh, qui allaient me convenir et pas qui convenaient en fait à la société ou au médecin ou à qui que ce soit. À quel moment as-tu compris que la voie classique ne t'apporterait pas toutes les réponses? Y a-t-il eu un déclic, une phrase, un médecin, un symptôme particulier? Eh ben, j'y ai répondu juste avant. Euh, une fois que j'ai commencé à prendre les traitements, je les ai arrêtés très rapidement et je suis allée. En fait, il y avait quelque chose qui me. Au fond, il y avait quelque chose qui me laissait penser que il existait d'autres solutions. Parce que j'étais déjà dans cette démarche-là de fonctionner naturellement, de me soigner naturellement, etc. Les petits bobos, les ceci, les cela. Donc en fait, c'était vraiment la grosse, grosse maladie qui m'a fait approfondir mes recherches et l'écoute de moi-même. Comment as-tu vécu le regard des autres, amis, famille, partenaires, pendant ta traversée de la maladie et du changement intérieur? Ha ha. Ouh, ça c'est. Eh ben, comment j'ai vécu? Franchement, je crois que j'ai ressenti un manque de soutien toute ma vie. Mon compagnon, mon compagnon que je considère comme mon mari aussi. On n'est pas mariés, mais que je considère comme mon mari. Je l'ai toujours appelé mon mari. Euh, eh bien, il n'était pas du tout comme j'aurais aimé qu'il soit avec moi. À chaque fois, c'est va voir le médecin, prends tes traitements, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu continues comme ça, machin. J'avais beau expliquer ma manière de voir les choses et comment j'avais envie d'avancer, mais lui ne le comprenait pas. Après, autour de moi, je ne l'ai pas forcément partagé tout de suite à ce moment-là. C'est que aujourd'hui en fait que les gens savent que j'avais une maladie. Moi, je leur expliquais, ben, quand on me disait ah mais pourquoi t'as perdu du poids, t'es malade ou quoi? Non, ben, en fait moi je disais que ben, je fais attention à mon alimentation, je mange plus sainement, etc. Donc ça m'a fait perdre du poids. Euh, voilà, alors qu'en fait non. Et je comprends les gens qui ont du mal à en parler à leur environnement. Alors moi j'en parlais pas. Pourquoi j'en parlais pas? Tu vois, je me suis jamais posé la question de pourquoi je partageais pas ce qui m'arrivait. Sûrement parce que j'avais pas envie Déjà, j'avais pas envie que les gens s'inquiètent pour moi, et j'avais pas envie du négatif des gens. Et je pense que c'est surtout ça, j'avais pas envie du négatif des gens. J'avais envie d'avancer sur mon truc, dans mon truc. C'est comme, je rebondis dessus, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus en détail après. Mon dernier fils, je l'ai accouché à la maison. Et pendant la grossesse, quand je partageais ça, ben, en fait, les gens me soutenaient de leur manière, mais ils me soutenaient en me disant des choses hyper négatives. Ouais, mais si ton fils il se retrouve avec le cordon autour du cou, ou si toi t'as des problèmes, mais même mon mari, il était stressé de chez stressé. Et en fait, moi, j'ai gardé le cap. À chaque fois que j'allais voir quelqu'un et que la personne me balançait son négatif, eh bien, quand je rentrais chez moi, il fallait vraiment que je me refocus. Et tout était, c'était de moi à moi, hein, c'était dans ma tête. Et je me refocusais. Je veux pas entendre ça. Non, ça va aller. Ouais, machin. Et après, voilà, il y a tout un processus en fait que je faisais, que je partage aujourd'hui dans mes accompagnements. Mais c'est tout un truc. Et donc, comment j'ai été, ben voilà, je me sentais pas soutenue déjà par mon mari, et puis je partageais pas autour de moi ce qui m'arrivait. J'avais pas envie de le partager, j'avais pas envie du négatif des autres.
Aujourd'hui, je peux partager les choses, même si les gens sont négatifs. J'ai comme une boule, une bulle de protection. J'ai une armure qui fait que, en fait, les gens, ils m'envoient du négatif, ils se le reçoivent. Ça me fait plus rien, je m'en fiche complètement. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise chez toi lorsque tu as commencé à écouter ton corps? Une prise de conscience, une émotion, un changement imprévu? Qu'est-ce qui m'a... alors, je vais pas dire surprise, parce qu'en fait, c'est comme si c'était une évidence. Euh, Comme si, en fait, en moi, j'avais déjà plein de réponses. Quand j'ai commencé mon développement personnel, on me disait, j'entendais toujours, mais en fait, tu as les réponses à l'intérieur de toi, tu sais déjà tout. Je disais, mais c'est quoi cette réponse bateau? En fait, je comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Et ok, bah, je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Euh, et jusqu'au moment où, bah, en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et c'est pas une surprise, c'est que le fait c'est comme la souffrance. Quand on vit un événement douloureux, je disais tout à l'heure, on vit un événement douloureux. Cet événement douloureux, il va nous amener en fait à prendre conscience des choses d'une autre manière, d'avoir un autre point de vue, un autre angle de vue qui fait que, bah, en fait, on va aller se questionner différemment de si on était resté dans la zone de confort. Et ben, c'est exactement de la même chose. Quand mon corps il souffre, quand il y a quelque chose qui va pas, eh bien, c'est comme un signal qui vient me dire, ben tiens, à cet endroit, il y a quelque chose qui va pas. Euh, Viens, on va approfondir. Mais c'est pas viens, on va approfondir en cherchant à taire les symptômes. Je vais prendre des petites choses naturelles qui vont me permettre je vais dire, faire un peu de décompression pour soulager le mal quand ça fait super mal. Mais je prends le temps de me connecter à mon corps et de me connecter en fait à tout ce que je suis. Ça peut être, euh, Ça peut être un peu chelou, bizarroïde de dire ça comme ça, mais en fait, on a, je sais que je n'ai pas qu'un corps physique. J'ai plusieurs corps qui me constituent. Et donc, ben, en fait, je vais aller voir dans ces différents corps qu'est-ce qui se passe. Quand je dis écouter l'écoute du corps, c'est pas juste l'écoute du corps physique. Les gens vont avoir tendance à se dire ah c'est écouter son corps physique, mais en fait on est fait d'émotions, on a un mental et on est fait d'énergie, de vibrations, etc., etc. Donc c'est tous ces aspects de soi qu'il faut aller voir. Et quand on a compris ça, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais merde, pourquoi on nous apprend pas ça au quotidien? Pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants? Aujourd'hui, j'ai 40 ans et ça fait que quelques années en fait que je suis dans que je vis ça comme ça, que je vis mes corps de cette manière-là, que je me connecte à mes corps de cette manière. Alors que si ça avait été fait depuis l'enfance, ben aujourd'hui, à 40 ans, je serais à un autre niveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Lucy avec Scarlett Johansson, que j'adore, une actrice que j'adore. Et ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est on évolue. En fait, j'ai évolué. À un moment donné, j'ai voulu aller vite jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, les choses vont venir étape par étape. Parce qu'en fait, je me confrontais toujours à des barrières. Je me confrontais toujours à des barrières, à des limites, qui faisaient que, ok, dans ma tête, je me disais, ok, là, il y a une limite. Je vais prendre le temps
d'analyser cette limite et viendra le moment où cette limite ne sera plus et je me confronterai à une autre limite. En fait, dans ma tête, je garde de ça en fait. Cette, cette, c'est du conditionnement. C'est comme si c'est un programme. C'est un programme en fait qu'on a à l'intérieur de nous. Je vais parler comme je parle habituellement. C'est un programme que on a des programmes à l'intérieur de nous et l'idée c'est de faire en sorte de euh, déverrouiller ces programmes de sorte à ce que finalement je me programme moi-même euh, vers ce qui me correspond, vers ce qui résonne en moi, vers ce que j'ai envie d'expérimenter, vers tout ce... En fait, ce que moi j'ai envie de faire, ce que moi j'ai envie d'expérimenter, ça ne tient qu'à moi. Mais une autre personne aura envie d'expérimenter d'autres choses. L'idée, c'est déjà de prendre conscience qu'on a des programmes à l'intérieur de nous et que ces programmes, on a la capacité de les défaire, de les déprogrammer. Mais ça se fait étape par étape. Il y a des prises de conscience à faire, il y a des choses à faire bien avant. Si ces choses-là ne sont pas faites bien avant, en fait, on peut devenir schizo. C'est, on peut vraiment devenir schizophrène. Donc, je mets en garde les personnes qui écoutent ce que je dis. Oui, il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont présentes, je dirais, moi j'aime bien parler de l'impératrice. On est des impératrices. Tout est, tout est tous. Non, les gars, c'est plus des empereurs. Euh, on va dire ça comme ça, impératrice, empereur. Ce qui signifie pour moi qu'on a en fait, on a une puissance à l'intérieur de nous qui fait qu'on peut être maître de notre existence. Mais je veux pas vriller. Ça, on va dire que ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. On va rester sur ce que l'intelligence artificielle me pose comme question. Quelle a été la période la plus sombre de ton parcours et qu'est-ce qui t'a permis de ne pas t'effondrer complètement? Ben, je vais vous parler de la plus récente. C'est avec mon mari. Ça va faire 13 ans qu'on est ensemble et on a eu 7 années. Je ne sais pas si j'ai éclaté un miroir il y a juste avant ou si j'ai fait un truc qui a fait que j'ai eu 7 ans de dur labeur, vraiment de grosses souffrances sentimentales, émotionnelles. Ça a été une période très très dure pour moi, pour nous, pour lui aussi, pour nos enfants aussi. Et c'était vraiment une période très très, je sais pas, c'était une période très compliquée. On a vécu, c'était embrouille sur embrouille, euh, embrouille sur embrouille. Moi, j'avais déjà perdu confiance. Euh, J'avais envie de me barrer. J'avais envie de me barrer. J'avais envie de me barrer, mais en fait, il y a quelque chose en moi qui me... En fait, je ressentais comme si j'avais quelque chose à apprendre de cette relation. Comme si j'avais quelque chose à apprendre de cette relation. Et en fait, quand je dis ça a duré 7 ans, ça veut dire que ça fait 2 ans que ça va mieux. Ça fait 2 ans que ça va mieux. J'ai pris conscience à un moment donné, et ça, je veux vous le partager parce que je trouve que c'est puissant. Et je l'ai partagé à mon compagnon. Un jour, on discute, et on prend vraiment le temps de discuter profondément. Alors, tout en sachant que c'était pas du tout gagné auparavant, la communication avec mon compagnon. Il savait pas communiquer. Il apprend encore aujourd'hui. Et
En fait, j'avais pris conscience, et quand je parle d'écoute du corps, là, en fait, c'était vraiment... j'étais passée, en fait, par là pour avoir pris conscience que le terme couple, en fait, dans, à l'intérieur de moi, le couple résonnait faux. Le couple résonnait faux, le couple avait une mauvaise énergie, une vibration très très basse qui faisait que le fait de me considérer en couple, eh bien, ramenait une énergie destructrice. Donc je lui ai dit, bah, j'ai pris conscience que le terme couple ne me convenait pas dans notre relation. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit que moi, je voulais le considérer comme mon meilleur ami. Mon meilleur ami, celui avec qui, et quand je dis mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami, mais c'est mon sex friends aussi. Euh, voilà, il va pas être mon meilleur ami, on vit sous le même toit et puis c'est tout. Non, je voulais que ça soit mon meilleur ami, que moi je le considère comme mon meilleur ami, celui avec qui, à qui je peux tout dire, je peux me confier, je peux être moi-même, euh, à qui je peux parler comme de la merde. Non, je rigole. Non, quand je dis je peux tout dire, c'est vraiment je suis libre de d'exprimer en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est le cas encore aujourd'hui. Euh, donc lui de son côté, il a gardé ce terme, mais moi j'ai continué à avancer avec cette pensée de me dire que c'est mon meilleur ami, cette énergie en fait. Et depuis, ça se passe bien. Je dirais il y a beaucoup plus de respect dans notre relation, beaucoup plus de respect. Je vois aussi à travers mes enfants que eux, ça va mieux par rapport à il y a quelques temps. Et donc voilà, en fait, moi, ce qui m'a permis de ne pas m'effondrer complètement, c'est vraiment ce ressenti de me dire que j'ai quelque chose à apprendre à travers cette relation. J'approfondis là-dessus. J'ai quelque chose à apprendre à travers cette relation par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de moi, par rapport aux mémoires, aux schémas répétitifs qui se présentent, qui se représentent euh, à travers cette relation. Et donc c'est là aussi où intervient l'écoute de soi. C'est qu'est-ce qui vient me bousculer dans cette relation quand je communique avec lui et que je ne suis pas contente par rapport à l'échange, qu'il y a des mots qui montent plus que d'autres. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que? Il y a tout un questionnement en fait intérieur qui se fait, qui se présente, et je prends le temps de... Aujourd'hui, c'est un petit peu plus fluide qu'auparavant, euh, mais je prends le temps de me questionner et de m'isoler. Si tu devais résumer ton voyage d'avant naturopathie en un seul mot, ce serait lequel? Et pourquoi ce mot? Résumer mon voyage avant la naturopathie? Hmm. Recherche. Ouais, recherche. Pourquoi recherche? Parce que j'étais en recherche de moi-même, en recherche de me comprendre, de comprendre mon fonctionnement, de comprendre ce qui se passe en moi. Ouais, j'étais vraiment en recherche. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dirigée vers la naturopathie parce que, en fait, à travers cette recherche, donc, j'ai beaucoup lu, j'ai investi dans pas mal de petites formations en énergétique, en développement personnel, etc.
Mais même après la naturopathie, mais en fait, la phase de suivi des cours de naturopathie, ça m'a ouvert à d'autres choses encore. Donc avant, c'était vraiment cette recherche de moi-même, de me comprendre, comprendre qui je suis. Ces questions existentielles, en fait, le livre Le Secret m'avait amené à des réponses par rapport à ces questions existentielles que je pouvais avoir. Et en fait, à chaque fois que je répondais à une question existentielle, il y en avait toujours une autre qui revenait, qui revenait, qui revenait, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, voilà, j'étais tout le temps dans une période de recherche. Et voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a influencé positivement ou négativement dans ton cheminement vers ce que tu es devenu? Alors, il y a plusieurs personnes. Bah, déjà, quand je me suis lancée dans la naturopathie, il y a eu Thierry Casasnovas, qui, moi, j'ai trouvé son parcours hyper inspirant et percutant même. Parce que quand on voit ses vidéos d'il y a 10 ans et ses vidéos d'aujourd'hui, ben, tu vois que le gars, il a eu un sacré parcours. Et, et aujourd'hui, mes influences, je vais pas dire positives ni négatives, je dirais que ce sont des influences éclairantes. Ce sont des influences qui me permettent de me poser d'autres questions et de prendre conscience de l'existence. Euh, c'est Bernard de Montréal et Isové Sinclair. Quand tu repenses à l'ancienne toi, celle d'avant, cette transformation, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? C'est marrant parce que je me souviens que il y a quelques temps, je me mettais dans un état de conscience modifié pour me connecter à mon futur moi. Et cette question, elle est marrante parce que, bah, en fait, ça me fait revenir vers l'ancienne moi, limite pour lui envoyer un message. Ben, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Purée. J'aurais envie de lui dire que ses souffrances ne sont pas vaines, que, que je vais me retrouver, qu'à force de recherche, je vais me retrouver. Je sais pas que dire de plus, mais ah si, continue, continue. Parce qu'en fait, j'apprécie vraiment le parcours que j'ai eu, que j'ai encore aujourd'hui, parce que je veux toujours évoluer. Je suis fière du parcours que j'ai eu, que j'ai mené, parce que sinon je ne serais pas, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est sûr et certain que je serais autre chose, mais je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui et je suis fière d'être là où je suis aujourd'hui. Et je suis fière de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai comprises, euh, dont j'ai pris conscience, qui sont des clés éclairantes, des clés pleines de lucidité qui vont ouvrir des portes, de chouettes portes. Merci.